Pourvu que ça dure vous est présenté par Edenred, leader des avantages aux salariés, qui améliore la qualité de vie au travail des Français tout en soutenant l'emploi et l'économie locale. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on vous parle de l'inflation qui fait son retour en France et partout dans le monde à cause du conflit au Moyen-Orient. Va-t-on pour autant revivre un emballement des prix comme en 2022 ? Cette année s'annonce-t-elle négative pour notre pouvoir d'achat ? Réponse dans quelques instants avec Fabrice Langlard, le directeur général de l'INSEE. Et puis, quelle solution pour aider les Français à dépenser moins face au retour de la valse des étiquettes ? Bien possiblement avec le marché de la seconde main. Reportage à Belfort chez un spécialiste de l'achat-revente d'occasion. Enfin, un autre marché est en plein boom, le reconditionné, qui avec la crise du pouvoir d'achat n'est plus du tout tabou et qui s'ouvre à de plus en plus de secteurs. C'est ce que nous expliquera Tom Étivier, le directeur général de l'enseigne Cdiscount, en fin d'émission. Le pouvoir d'achat des Français est-il menacé par le retour de l'inflation ? On en parle avec vous, Fabrice Langlard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Public Sénat. Vous êtes le directeur général de l'INSEE. C'est vrai qu'on a connu en France jusqu'à 6% d'inflation. C'était en 2022. Aujourd'hui, on a 2,5% selon Eurostat au mois d'avril sur un an, 2,2% selon l'INSEE. Est-ce que retourner vers 4, 5, 6% d'inflation, est-ce que c'est de l'ordre du possible ou est-ce qu'on joue à se faire peur ? Je dirais que c'est un scénario qui est éventuellement possible d'ici la fin de l'année, mais c'est certainement pas le scénario le plus probable. Bon. Aujourd'hui, on est, comme vous l'avez dit, un peu en dessous de 2,5. Les chiffres de mai qui seront publiés dans quelques jours probablement feront état d'une nouvelle progression, mais d'ici la mi-année, on devrait rester aux alentours de 2,5-3. Et pour atteindre les 6% d'ici la fin de l'année prochaine, il faudrait non seulement que le baril de Brent se stabilise, mais même qu'il continue de progresser, d'une part. Et d'autre part, il faudrait que des effets qu'on appelle de second tour se manifestent. C'est le fait qu'on a connu un choc sur le prix des hydrocarbures depuis la fin du mois de février, compte tenu du contexte géopolitique. Ça a provoqué un surcroît d'inflation en France sur les mois d'avril et de mars, et possiblement en mai. Mais ce choc sur les prix du baril, aujourd'hui, il se situe aux alentours de $100 le Brent. Et donc, pour pouvoir atteindre une inflation telle que 6% d'ici la fin de l'année, il ne suffit pas que ce baril de Brent se stabilise. On peut espérer qu'il baisse d'ici là, mais qu'il continue de progresser encore plus. Et s'il allait à $200 le baril ? Parce que le détroit d'Ormuz reste fermé pendant X mois encore. Là, par définition, les choses seraient très différentes. Mais ça n'est pas... Et on pourrait aller vers 6% d'inflation. Mais ça n'est pas le scénario le plus probable. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Ouais. Si le pétrole reste toute l'année à $100, à peu près là où il est en ce moment, le baril, certains experts, certains économistes parlent d'une inflation à 4% en France à l'automne. C'est vrai ou c'est faux ? Factuellement. Si le prix du baril de Brent se stabilise au niveau où il est aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on appelle les effets de premier tour, c'est-à-dire l'effet de cette croissance forte du prix des hydrocarbures qu'on a connu ces derniers mois, va persister jusqu'à la fin de l'année, mais ne va pas s'accroître. Et donc, pour pouvoir aller au-delà, des effets au-delà, il faut s'intéresser à des effets éventuels de second tour. Ah oui, c'est vrai que les second tours, c'est ce qui se transmet au reste de l'économie. Exactement. Et donc, oui ou non, si on reste à $100, encore une fois, avec le pétrole à $100 toute l'année, est-ce que l'inflation finit à 4% à l'automne ? Oui ou non ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon. Est-ce que on peut dire qu'avec un pétrole à plus de $100 depuis maintenant quasiment 3 mois, on peut parler de choc inflationniste ? Oui, on peut parler d'un choc inflationniste par définition. On a commencé le début de l'année 2026 avec une inflation en France aux alentours de 1%. Aujourd'hui, on est rendu aux alentours de 2,5%. Et ce choc, on peut parler d'un choc parce qu'en fait, cette progression d'inflation en juste quelques mois, elle est
uniquement liée à la progression du prix des hydrocarbures. Mais nous ne sommes pas dans la même situation que le choc précédent inflationniste que nous avons connu. C'est justement la question que j'allais vous poser. Pourquoi on n'y serait pas ? Eh ben, on n'y est pas parce que, en fait, la situation reste différente. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé lors du dernier choc inflationniste que nous avons connu, qui était à partir de la... Qu'a traumatisé les Français, 6% d'inflation, on n'a pas vu ça depuis les années 80. Non seulement 6%, mais en fait, les prix, en moyenne annuelle, en 2022 puis 2023, ont progressé 2 fois de suite de 5%. Donc, en l'espace de 2 ans, les prix ont progressé de 10%. Mais ce choc inflationniste qu'on a connu à partir de la fin 2021, il était effectivement lié à un choc sur le prix des hydrocarbures, mais il se doublait d'un choc sur l'ensemble des matières premières. En particulier, il faut se souvenir des matières premières alimentaires, parce qu'en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, le prix du blé a fortement augmenté. Premier élément de différence. Deuxième élément de différence, en 2022 et en 2023, on avait non seulement un choc sur les prix du pétrole, mais on avait un choc sur les prix du gaz, sans commune mesure avec ce qu'on a observé jusqu'à présent. Dans un ratio de 1 à 5 par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Troisième élément, toujours en 2022, avec cette explosion des prix du gaz que nous n'avons pas connue dans du même ordre jusqu'à présent, nous étions également dans une situation où le parc nucléaire avait du mal à délivrer, et donc où les prix de l'électricité avaient été sensibilisés par cette explosion des prix du gaz en 2022. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les prix de l'électricité sont stables, sont même légèrement déclinants. On parle des carburants, on parle de l'énergie, mais aussi l'alimentation, qui devrait à son tour être touché par des hausses de prix dans les prochains mois. L'UFC Que Choisir parle de 4 à 5% de hausse dans les mois à venir dans les rayons. Alors, pour l'instant, on n'observe pas ça du tout. Les derniers chiffres à notre disposition sur l'inflation alimentaire, c'est plus 1,2% sur un an. Et cette progression des prix sur un an, elle s'est même plutôt amoindrie, parce qu'il faut se souvenir que en mars et en avril 2025, donc il y a un an, il y avait eu d'une part un accroissement des taxes sur l'alcool et sur les produits sucrés, et donc cet accroissement qui maintenant a plus d'un an sort du calcul de la progression des prix sur un an. C'est ce qu'on appelle un effet de base. Et d'autre part, là aussi, il y a un an, il faut se souvenir qu'on était dans une phase où il y avait une flambée des prix du cacao et du café dont on est sorti. Donc actuellement, sur l'inflation alimentaire, on ne voit pas à ce stade de transmission, de quelconque transmission sur le choc. Et d'autre part, les négociations qui se font pour les produits alimentaires classiquement au niveau de la grande distribution se passent en général une fois l'an. Elles ont eu lieu, elles sont derrière nous, et donc les prochaines, à moins qu'il y ait des négociations exceptionnelles, donc vous n'y croyez sont pas plutôt au prévues. chiffre de 4 à 5% je pense d'inflation alimentaire selon l'UFC Que Choisir d'ici l'automne, enfin à l'automne? Encore une fois, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on n'en voit pas le début d'un signal. Et donc, que pour un événement de ce type se produise, il faudrait qu'il y ait des chocs supplémentaires. Mais pour l'instant, on ne les voit pas. Si les Français, parfois, souvent, se sentent piégés par l'inflation, c'est vrai que c'est aussi à cause de l'explosion des dépenses contraintes qui pèsent de plus en plus. Les dépenses préengagées, logement, mobile, Internet, contrats d'énergie. Et c'est pour ça que tout ça pèse de plus en plus lourd dans le budget et ça contraint le reste des dépenses. C'est vrai, l'INSEE mesure les dépenses contraintes qui sont en fait les dépenses de logement et tout ce qu'on paie, disons, par abonnement, donc typiquement abonnement Internet, téléphonie, contrat d'assurance. Plateforme aussi. Plateforme. Et sur très longue période, en fait, ces dépenses contraintes, c'est un fait majeur dans l'économie, alors qu'elles représentaient dans le revenu des ménages à peu près 15% dans les années 60. Ça a doublé, non? Ça a doublé, mais ça a doublé jusqu'aux environs des années 2015. Donc depuis 2015, cette part des dépenses contraintes dans le revenu des ménages, elle est, disons, relativement stable. Mais vous avez dit un point important, dans ces dépenses contraintes, ça ne sont pas celles qui sont les plus importantes, mais il y a effectivement les dépenses de téléphonie mobile ou d'Internet. Et il y a un élément qui s'est retourné récemment sur la dynamique des prix, c'est sur ce secteur-là, parce qu'en 2025, il faut se souvenir que les opérateurs téléphoniques étaient dans une guerre des prix à la baisse, et donc l'année 2025 avait freiné fortement les prix, et donc désormais, nous sommes sortis de cette phase-là, donc c'est un élément, disons, de moins qui permet de modérer les prix. Mais ça reste quand même un poste de dépense, évidemment, beaucoup plus faible que les dépenses de logement. Ça veut dire que 2026 devrait être une année noire pour le pouvoir d'achat, avec peut-être une baisse du pouvoir d'achat en moyenne des Français?
Alors, 2026, effectivement, devrait être une année dans laquelle le pouvoir d'achat est étale, voire légèrement négatif. Les prévisions ne sont pas encore établies par l'INSEE. L'INSEE, typiquement, va allonger son horizon de prévision et publiera dans à peu près un mois ses prévisions sur l'ensemble de l'année. Jusqu'à présent, nous avons donné des prévisions sur le début de l'année et ce que nous disions, effectivement, c'est que ce pouvoir d'achat devrait être à peu près nul. Et même mesuré par unité de consommation, c'est-à-dire mesurer un échelon individuel, probablement négatif en acquis, légèrement. Pourquoi ? À la fois parce qu'effectivement, il y a ce choc sur les prix qu'on observe, mais également du fait que les revenus d'activité, donc là je parle des salaires et de l'emploi, le marché du travail, ont eu plutôt tendance à ralentir ces derniers temps, et donc également pèsent sur ce pouvoir d'achat. Avec des hausses des rémunérations qui seront plus basses que l'inflation. Possiblement. Alors, plus basse, en tout cas, avec la forte progression des derniers mois de l'indice des prix, vous savez qu'on devrait avoir une revalorisation du SMIC en juin prochain. Oui. Et donc, ça soutiendra, en tout cas, le salaire des salariés les plus modestes en France. Mais effectivement, un choc inflationniste ne se traduit pas immédiatement par une revalorisation à due concurrence de l'ensemble des salaires. Et donc, il faut s'attendre, effectivement, principalement à cause de ce qu'on observe sur les revenus d'activité, à ce que le pouvoir d'achat soit, disons, nul ou faiblement négatif en 2026. Néanmoins, il faut se souvenir que le taux d'épargne des ménages est très élevé et qu'ils ont les moyens de consommer un peu plus. En tapant dans leur épargne. En consommant un petit peu de leur épargne. Donc, en définitive, on va connaître en France une poussée d'inflation sur 2026, c'est sûr. Jusqu'où ? Ça reste à définir. A priori, pas comme 2022. Et 2027, tout ça est très flou, évidemment. Mais en tout cas, on connaît un choc inflationniste en France. On connaît un choc inflationniste. Toute la question est de savoir, comment va se résoudre la crise géopolitique actuelle et dans quel timing. Si cette crise géopolitique ne se résout pas, disons, rapidement, effectivement, ce choc sera plus important. La dernière note de conjoncture de l'INSEE était titrée « Regain d'inflation, croissance fragilisée ». Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Allez, merci à vous, Fabrice Langlard, directeur général de l'INSEE. Merci. Alors justement, comment aider les Français à dépenser moins en cette période d'inflation ? Le marché de l'occasion et de la seconde main peuvent être une vraie bouffée d'oxygène. Reportage à Belfort, chez un spécialiste de l'achat-revente d'occasion, Manuel Lègre. Faire ses courses, payer son loyer, remplir le réservoir. Depuis plusieurs années, les Français voient leur pouvoir d'achat fondre. Avec l'inflation, beaucoup sont désormais contraints de traquer la moindre économie et certaines enseignes se présentent aujourd'hui comme de véritables remèdes à la crise. Alors vous voyez là le rayon informatique, écran, tablette, MacBook, iMac. Et dans la foulée, on a le rayon jeux et consoles. Le gros rayon pour nous, c'est le rayon qui est juste devant, c'est le rayon téléphonie. On n'est pas à la Fnac, on est chez Zcash, c'est que du produit d'occasion. Ici, les fournisseurs, ce sont les habitants du quartier. La boutique leur achète leurs objets avant de les revendre avec une petite marge. On achète entre 250 et 300 000 euros de marchandises à nos clients chaque mois. Les fins de mois, pour certains clients, sont quand même relativement difficiles. Certains clients viennent vendre des produits qu'ils n'utilisent plus, mais parce qu'à un moment donné, ils ont besoin d'argent. Ils viennent nous vendre des produits, ils repartent avec du cash, et ça leur permet de finir le mois quelque part. Écoutez, j'ai un portable là, que j'ai depuis un petit moment. Je voudrais le changer, donc je voudrais savoir combien vous me le reprendriez. Sur un modèle comme ça, je suis à 630 €. Je viens assez souvent. Et on y fait de très bonnes affaires. Et je pense que pour le pouvoir d'achat des Français, eh bien, c'est une bonne chose. Et pour convaincre les clients d'acheter, encore faut-il les rassurer. Ici, chaque produit est testé, vérifié et garanti 2 ans. Et ça marche. Cette boutique a vu son chiffre d'affaires progresser de 50% depuis le début de l'année. Pour un billet de 10 €, vous voyez, j'ai tout un panel de CD que je pourrais pas du tout m'offrir au prix normaux, quoi. La seconde main, oui, c'est devenu la norme. Les gens n'ont plus honte aujourd'hui d'acheter des produits d'occasion. Depuis bien longtemps, les gens achetaient des voitures et des maisons d'occasion. Maintenant, acheter une console, un téléphone d'occasion, c'est dans la norme. Mais face à un marché devenu extrêmement rentable, la concurrence s'intensifie. Cash Converter, Happy Cash, Cash Express, tous veulent désormais leur part du gâteau.
Il n'y a pas que le marché de l'occasion qui peut être un vrai coup de pouce pour les Français. D'autres solutions existent, comme le reconditionnement. Bonjour Thomas Métivier. Bonjour David Jaco. Vous êtes le directeur général de Cdiscount. Qu'est-ce qui se passe depuis la guerre en Iran? Est-ce que vous avez constaté un changement dans le comportement des clients? Est-ce qu'il y a une baisse, je ne sais pas moi, du panier moyen? Est-ce que les achats sont plus espacés? Il y a un changement ou pas? Depuis le lancement de la guerre en Iran, on ne voit pas d'évolution majeure dans la consommation des Français. Par contre, ce qui est certain, c'est quand on regarde sur une période un petit peu plus longue, notamment depuis la période, on va dire, du Covid, là, pour le coup, on voit vraiment que la consommation des Français a changé. Et on est un thermomètre, on va dire, intéressant pour ça, parce qu'on fait à peu près 3 milliards d'euros de ventes et on a près d'un Français sur 3 qui nous rend visite tous les mois. Donc ça nous permet de voir ces tendances-là. Et dans les tendances qu'on voit, on voit notamment que les fins de mois arrivent plus tôt. C'est-à-dire quelque part, nos ventes baissent. Plus on avance dans le mois, plus on est proche de la fin du mois, moins nos ventes sont importantes. Et en fait, là où on avait plutôt une baisse à partir du 20 du mois avant le Covid, aujourd'hui, ça baisse plutôt à partir du 15. Oula. Quelque part, les fins de mois arrivent de plus en 5 plus jours tôt. plus tôt. Ouais. À mi-mois. Du fait de l'inflation, on sait que beaucoup de Français doivent faire des arbitrages dans leur façon de consommer. On peut dire ou pas qu'il y a moins d'achats plaisir? Est-ce qu'il y a aussi carrément des produits que les Français ont presque quasiment arrêté d'acheter? Il y a vraiment des dynamiques assez divergentes quelque part dans la consommation. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement ce que j'évoquais, on voit que les Français ont plus de mal à boucler les fins de mois. On voit aussi qu'il y a une recherche supplémentaire de produits en promotion. On a fait un sondage à l'occasion des French Day au début du mois fin du mois d'avril, et on a vu qu'effectivement 80% des Français disent qu'ils souhaitent acheter davantage en promotion. Et là, donc, on voit bien qu'on a une recherche quelque part de bonne affaire qui se renforce. Et puis de l'autre côté, on n'a jamais vendu autant de produits plus responsables. Aujourd'hui, ça fait 30% de notre activité. Vous évoquez les produits reconditionnés qui, quelque part, cochent les deux cases, le pouvoir d'achat et les produits plus responsables. Mais c'est vrai aussi pour des produits plus réparables, des produits made in France. En fait, les clients font souvent un arbitrage en faveur d'un produit plus réparable, parce que on voit bien, et on a l'expérience quand on dans notre consommation quotidienne, qu'aujourd'hui, malheureusement, on a souvent des lave-linges qui, au bout de 7, 8, 9 ans, ont un problème, et que si on est sûr que dans 7, 8, 9 ans, on pourra le réparer, et qu'il repartira pour un tour, en fait, on voit bien que c'est un achat qui a du sens. Et si votre produit vous coûte 20 ou 30 euros de plus cher, en fait, ça vaut la peine de les mettre. Donc, il y a des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher pour avoir des produits de meilleure qualité, qui, encore une fois, pour le coup, avoir une durée de vie plus longue. Voilà, c'est quelque part un investissement. Oui, tout à fait. Et nous, notre travail, c'est de donner ces informations-là, de permettre à nos clients de faire des choix, et puis de se battre, parce que c'est notre ADN depuis 25 ans, pour que les produits plus responsables, plus réparables, reconditionnés, en fait, ils soient accessibles au plus grand nombre. Et du coup, c'est toute la logique de partenariat qu'on a aussi avec nos marques, avec les vendeurs qui vendent sur notre plateforme, pour en fait construire ces promotions. J'évoquais les temps forts promotionnels. En fait, on va dire à nos fournisseurs, écoutez, on a envie de pouvoir proposer, par exemple, une machine à laver plus réparable. Quel est le fournisseur qui a envie de quelque part faire un effort pour le rendre accessible au plus grand nombre, parce qu'on est convaincu, et c'est vraiment notre bataille, qu'on ne doit pas forcer les Français à choisir entre quelque part leur pouvoir d'achat et leur désir de mieux consommer, et que ça, c'est notre mission au quotidien, de réconcilier ces deux enjeux. Sur les produits reconditionnés, il y a vraiment un engouement, c'est entré dans les mœurs, c'est-à-dire que c'est plus tabou, j'ai envie de dire, d'acheter reconditionné, ou ça reste quand même largement cantonné aux produits techno, smartphones, tablettes, ou non d'ailleurs? Non, pour le coup, on voit que ça SM dans énormément de catégories. Donc, vous l'évoquez, les smartphones, c'est le cœur du marché. Nous, on va en vendre plusieurs millions de téléphones reconditionnés chaque année. C'est un téléphone sur 3 vendu sur Cdiscount qui est un téléphone reconditionné. Donc, on n'est plus dans un effet de mode, on est dans une consommation qui est une consommation quelque part classique. On voit que ça se développe sur d'autres catégories. Je pense notamment, on le voit sur de l'électroménager. Et puis, on commence à le voir sur des catégories comme la puériculture. Donc on a des poussettes, on a du jouet, notamment on a une entreprise bordelaise qui s'appelle Dezio qui va reconditionner des Lego, qui va avec du coup des prix qui vont être parfois 30-40% moins chers que les mêmes Lego neufs, et vous êtes sûr d'avoir toutes les pièces dans la boîte, ce qui est quand même le challenge sur les Lego que vous en achetez parfois d'occasion. Donc on voit bien que c'est un mode de consommation qui est différent, mais qui en fait est tout à fait aligné avec à la fois cet enjeu de pouvoir d'achat, et puis cet enjeu d'achat plus responsable, c'est un achat qui a du sens. Là où quelque part, il y a peut-être 10 ans, c'était vu comme un achat un peu honteux, aujourd'hui, c'est un achat qui a du sens parce que quelque part, ce produit que quelqu'un n'utilisait plus, moi, je vais l'utiliser et ça m'évite d'acheter du neuf. Ouais. Faut préciser que le reconditionné, c'est pas de la seconde main. Le reconditionné, c'est plus fiable parce que c'est remis en état
par des professionnels. Tout à fait. Certifiés, pas toujours. Chez vous, j'imagine que oui. Oui, nous, pour le coup, c'est un élément important. On a vraiment un engagement de professionnels sur la qualité. On suit la qualité réelle des produits, notamment en regardant les retours des clients, ce qui nous permet d'assurer en fait un haut niveau de service et puis des éléments de garantie. Par exemple, qui sont ces professionnels derrière qui remettent en état? C'est souvent ils ont des logiques souvent très industrielles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour reconditionner des téléphones, ça veut dire que vous êtes capable de les évaluer, que vous êtes capable de les démonter, d'avoir accès à des pièces de rechange. Donc, en fait, vous avez des entreprises qui ont monté des mini-usines, parce que vous n'avez pas besoin de 5000 mètres carrés pour le faire, mais qui sont en fait des usines de reconditionnement. Et donc, c'est important d'avoir des acteurs qui ont ce savoir-faire technique pour réussir à le faire. Et par exemple, on l'a développé avec un partenaire Envie, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, sur les trottinettes électriques. Ouais. Donc en fait, on travaille avec eux. Quand on récupère des trottinettes électriques qui sont des retours de nos clients, on leur confie pour qu'ils puissent les reconditionner et qu'ils puissent ensuite les revendre sur notre marketplace. Donc il y a aussi un travail de la part des distributeurs de pousser à la construction de ces filières de reconditionnement parce que tout l'enjeu, c'est de récupérer les produits quelque part qui ont besoin d'une seconde vie, d'avoir les bons partenaires qui savent faire ce reconditionnement, de préférence le plus près possible. On est basé à Bordeaux, donc le fait d'avoir un partenaire à Pau, c'est intéressant. Et puis derrière, d'être capable de les proposer au meilleur prix aux consommateurs. Ça veut dire que pour le consommateur, le reconditionner, ça permet de s'offrir des produits qu'on ne pourrait pas forcément s'acheter dans le neuf. Vous allez avoir des décotes qui vont aller suivant les catégories entre 20 et 50%. Par exemple, on a fait du reconditionné sur des matelas avec la marque Emma. Vous allez avoir des prix qui sont plus de 2 fois moins cher que le neuf. Donc en fait, on a vraiment cette dimension de rendre accessible et on le voit, il y a des marques qui commencent à prendre cette dynamique-là. Je pense notamment au groupe Seb qui commence à proposer des produits reconditionnés qu'en fait ils vont récupérer et reconditionner. Et en fait, c'est aussi une façon pour les marques d'aller chercher des clients qui n'auraient pas forcément fait la montée en gamme, j'allais dire, jusqu'à cette marque-là avec un budget sur du neuf et qui du coup trouvent cet accès. L'exemple d'Apple est cet exemple éclairant. Vous avez aujourd'hui des téléphones iPhone reconditionnés à moins de 200 €. Là où si vous achetez un iPhone 9, vous êtes minimum 600-700 €. Vous parlez de montée en gamme, ça veut dire que certains pourraient vous dire que quelque part, quand on bascule dans le reconditionné, on perd un petit peu en qualité. Il n'y a pas ce risque-là que certains consommateurs basculent vers quelque part une qualité moindre, faute de moyens? Nous c'est le contraire qu'on voit avec le reconditionné. C'est-à-dire que pour le coup, on a plutôt une montée en qualité parce que du coup, les consommateurs vont pas forcément baisser le budget qu'ils avaient prévu de mettre dans cet achat-là. Mais au lieu d'acheter un produit peut-être un peu moins qualitatif, un peu moins responsable, on l'évoquait, et en fait, ils vont faire le choix d'un produit de meilleure qualité, reconditionné, et reconditionné par un professionnel avec une garantie et tout ce qui va avec, pour du coup pouvoir en profiter longtemps et en fait, avoir ce gage de qualité. Et sur cette garantie justement, comment garantir que les produits restent fiables et de qualité? Comment on rassure les clients, celles et ceux qui nous regardent, qui sont encore dubitatifs ou sceptiques? Déjà, il y a une garantie légale, donc, et après, nous, c'est un engagement notamment de nos partenaires vendeurs que nous, on va surveiller. Et c'est un des éléments importants de la confiance que Cdiscount construit avec les consommateurs français. C'est que dans tous les cas, Cdiscount intervient pour assurer que le vendeur remplisse ses obligations vis-à-vis des consommateurs et on surveille. Et notamment des vendeurs qui ne seraient pas au rendez-vous, du coup, sont même pour la partie place de marché, tout à fait. Et marketplace, parce qu'on dit que la traçabilité, possiblement, et la qualité, peut-être n'est pas totalement au rendez-vous, en tout cas en matière de remise en état. Là, pour le coup, nous, c'est un engagement très clair qu'on a vis-à-vis des consommateurs qui nous font confiance, qui viennent acheter sur Cdiscount, c'est que nous, cette question de la qualité, c'est un élément majeur, et on va être aux côtés de nos clients. Si il peut y avoir dans certains cas, des difficultés, on intervient aux côtés de nos clients pour assurer que les vendeurs remplissent leurs obligations. Il y a besoin de rassurer encore les consommateurs, les gens qui sont inquiets, qui n'ont pas confiance. Je pense que tant que vous n'avez pas fait un premier achat, vous avez peut-être un petit doute. Et puis la réalité, c'est qu'en fait, quand vous faites un premier achat, que vous voyez que les téléphones fonctionnent très bien, que vous voyez que vous avez pu vous offrir un Lego pour 40% moins cher, en fait, vous vous dites, c'est des gens sérieux, c'est une marketplace sérieuse, c'est une place de marché, c'est un site e-commerce sérieux. Et donc, c'est un mode de consommation qui, pour moi, va rentrer dans ma consommation classique parce qu'à la fin, et je l'évoquais, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la planète également. Ouais. Ça marchait, le reconditionné qui augmente de combien par an? Nous, entre 2023 et 2025, on a vendu 2,5 fois plus de produits reconditionnés. Ah voilà, donc il y a une vraie tendance. On est vraiment sur un changement massif des modes de consommation. C'est tout le marché qui est comme ça aussi?
Je pense qu'on fait partie des acteurs qui tirent le mieux leur épingle du jeu parce qu'on a ce partenariat fort avec les vendeurs, que le modèle marketplace il permet d'aller chercher aussi des nouveaux vendeurs qui vont créer leur petite usine de reconditionnement, vont choisir de faire des créneaux différents. Vous savez, j'évoquais le jouet, j'évoquais la puriculture, j'évoquais la téléphonie, on le voit arriver sur l'électroménager, on le voit arriver sur l'informatique où ça se développe assez fort. Donc en fait, c'est aussi une porte d'accès pertinente pour ces entrepreneurs-là de toucher des clients. Et puis derrière, on a la chance, j'ai évoqué, on a un Français sur 3 qui nous rend visite. Donc quand on a un produit reconditionné à un super prix, parfois on est sold out, en rupture dans la journée. Aujourd'hui, on peut y avoir des pénuries sur du reconditionné. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le challenge des reconditionneurs, c'est d'avoir de l'offre. Sur les Lego, je peux vous assurer que quand on arrive avec un produit reconditionné, on peut parfois être en rupture dans la journée. Comment vous faites pour faire des réassorts pour le coup? Du coup, c'est nos partenaires qui vont chercher à récupérer du coup des lots. Et aujourd'hui, dans pas mal de segments, je pense notamment à l'électroménager, l'un des enjeux, c'est de récupérer parfois les vieux électroménagers qui dorment chez les Français. Je pense notamment aux petits électroménagers, parce qu'en général, le gros électroménager, vous ne le gardez pas, mais le petit électroménager, il y en a certains qui ne sont plus forcément utilisés et qui pourraient être reconditionnés et remis sur le marché. Et ça, c'est une bataille qu'on doit mener aussi aux côtés des reconditionneurs, parce que c'est comme ça qu'on arrive à nourrir ce marché de la seconde main. Est-ce qu'on peut avoir des produits reconditionnés tout en étant à la pointe de l'innovation, ou est-ce que c'est antinomique? Vous pouvez être complètement à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, on a en produits reconditionnés des téléphones qui sont sortis sur le marché il y a moins d'un an. Vous allez avoir la même chose, par exemple, sur des nouveautés. Je pense à des produits d'électroménager, notamment parce qu'en fait, vous avez une partie du reconditionné qui vont être des retours produits des clients. C'est-à-dire qu'en fait, un client va acheter le produit, va le déballer, va commencer à l'utiliser, et puis comme sur Internet, vous avez 15 jours pour renvoyer votre produit si vous n'êtes satisfait pas, et directement, ça va vous faire des produits reconditionnés. Alors évidemment, nous, on préfère que les clients gardent les produits, mais on a monté, par exemple, dans notre entrepôt, un petit labo de reconditionnement pour être capable de reconditionner les téléphones que nous renvoient les clients. Et donc, en fait, vous pouvez avoir le dernier iPhone en reconditionné, parce que s'il a été ouvert par un client... Ça n'arrive pas tous les jours, ça. Je peux vous assurer qu'ils sont vendus rapidement. Ouais, ça, c'est sûr. Mais donc en fait... Et pas à moins 50%. Et pas à moins 50%. Mais ça n'empêche que il est rendu quand même 10, 15, 20% moins cher que le téléphone neuf, parce qu'il a été ouvert, parce qu'il est reconditionné. Et donc, on voit bien que le reconditionné n'est pas du tout antinomique. Au contraire, ma conviction, c'est qu'il permet à nos consommateurs, aux Français, de mieux consommer au meilleur prix. Si l'inflation devait revenir et s'installer, est-ce que le modèle du reconditionné pourrait devenir central dans votre activité? Ça pèse combien aujourd'hui? Aujourd'hui, ça doit faire plus d'une dizaine de pourcents largement de notre activité. Mais ça pourrait faire beaucoup plus. Après, il faudra toujours qu'il y ait du neuf avant d'avoir du reconditionné. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, comme je l'évoquais, l'un des freins au reconditionné, c'est les filières de récupération des produits et de reconditionnement. Donc ça, évidemment, ça se développe. Et puis après, il y a un enjeu de valeur des produits, parce qu'évidemment, reconditionner un bel équipement d'électroménager à 400-500 € en valeur neuve, en fait, il y a un modèle économique pour le reconditionner si vous le vendez avec une bonne décote. Quand vous avez des produits qui sont de moins bonne qualité à la base, et c'est ce qu'on commence à voir, y compris sur la seconde main dans la mode, c'est qu'en fait, il y a un enjeu à ce que les clients achètent en neuf des produits de bonne qualité pour que derrière on puisse les reconditionner. Et donc c'est pour ça que par exemple la question, vous l'évoquez au début de la discussion, des produits plus réparables, c'est qu'en fait aujourd'hui vendre des produits plus réparables, c'est permettre que les clients les conservent plus longtemps, et puis que le jour où ils souhaiteront changer, on puisse les reconditionner et les remettre sur le marché. Et tout ça est vertueux. Et tout ça à la fin est vertueux. Et nous on est convaincus qu'en tant que premier acteur e-commerçant français, on a un rôle majeur à jouer, et notre vision, c'est vraiment d'avoir une offre large, qualitative, et d'avoir la bonne information pour les clients. Parce que ce qu'on voit, c'est quand on donne la bonne info, du coup, les clients, derrière, ils font des choix qui sont des choix plus éclairés. Allez, merci à vous. Merci Thomas Métivier. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur général de Cdiscount. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable. Émission tournée depuis le bivouac de L'Oréal France. Pourvu que ça dure, c'est aussi du replay sur publicsena.fr. À très vite. Pourvu que ça dure vous est présenté par Edenred, leader des avantages aux salariés, qui améliore la qualité de vie au travail des Français tout en soutenant l'emploi et l'économie locale.